l'eurodéputé Rima Hassan et 5 de nos compatriotes sont aujourd'hui en prison en Israël suite à un acte de piraterie de la marine israélienne. Pourtant, la France dépense des millions d'euros pour envoyer des missions en mer de Chine, en mer Rouge, pour préserver la liberté de circulation en haute mer et garantir cette liberté de circulation. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de la faire respecter en Méditerranée? Comment expliquez-vous ce 2 poids, 2 mesures? Deuxième question. Sur le budget, la revue nationale stratégique que vous menez en ce moment arrive 2 ans à peine après le vote de la LPM. Avant même les conclusions de cette RNS, vous avez évoqué dans les médias que le budget nécessaire de manière optimum pour nos armées s'élevait à 100 milliards d'euros en 2030. Est-ce que vous confirmez... Si. Est-ce que c'est toujours le cas, selon vous, aujourd'hui? Pourquoi faire précisément 100 milliards d'euros et comment comptez-vous les financer? Troisième question, sur l'OTAN. En mars, vous jugiez que 5% du PIB consacré à cette alliance ne serait pas raisonnable. Pourtant, il semble que le sommet de l'OTAN de juin va acter cet objectif de 5% pour l'ensemble des pays membres. Le confirmez-vous? Pourquoi la France changerait-elle de position entre ce que vous avez dit en mars et juin? Et de la même manière, comment allez-vous financer maintenant 130 milliards de budget pour la défense si c'est 5% du PIB? Et je reprends vos chiffres. Dernière question. Vous avez évoqué le risque de prolifération nucléaire lié à la Russie. Pourtant, le président Macron a lui-même énoncé l'idée de faire stationner des bombardiers armés de la bombe nucléaire française dans d'autres pays européens au titre du TNP. Cela pourrait aussi être considéré comme une question de prolifération. Qu'en dit-il? Et quelle place la dissuasion prend-elle dans le traité de Nancy avec la Pologne? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères y a répondu. Comme vous m'avez posé beaucoup de questions, et j'entends bien répondre à tout, même aux questions, mais on pourra y revenir pour votre collègue. PIB OTAN, budget, poids de forme. De fait, pendant un exercice média, on m'a posé la question. Je n'ai pas souhaité me dérober sur, au fond, c'est quoi un peu le poids de forme? Alors, c'est une question journalistique, donc la réponse l'était, je vous le concède bien volontiers. 50,5 milliards d'euros aujourd'hui. Ce que vous avez voté, ce que le Parlement a voté, nous emmène normalement autour de 68 milliards d'euros. On voit globalement ce qu'on a pour 68. En fait, pour être très clair, on voit aussi ce qu'on n'a pas. Et vous le voyez bien avec le propos liminaire que j'ai pu avoir, entre les choses qu'il faut corriger, les cibles qu'il faut accélérer et les formats qu'il faut peut-être augmenter, ça vous donne, c'est pas scientifique, mais enfin, c'est quand même plutôt bien documenté chez nous, ça peut donner quelque chose. Après, c'est là où il ne faut pas s'enfermer dans une date. De toute façon, les programmations militaires n'ont jamais confisqué une temporalité courte. Entre le moment où la première LPM est votée en 62 et le moment où on a vraiment la dissuasion nucléaire, il se passe plusieurs années. Bon. Donc, on le voit bien, de toute façon, ça va être un travail de long cours. Il ne faut pas qu'on se dérobe. Moi, je suis votre serviteur, le ministre des Armées, désormais, je ne sais pas pour quelle durée. Mais quoi qu'il arrive, on voit bien qu'un nouveau président de la République en 2027 aurait à cœur de rouvrir ce sujet-là. Bon. Ce qu'il faut, c'est préparer l'essentiel des mesures et des décisions qui permettent globalement de ne pas perdre de temps sur ce qu'il est évident de faire. Voilà, c'est un peu ce que je cherche à faire. Ce qui nous amène au bon débat sur le pourcentage PIB OTAN. On l'a eu d'ailleurs de nombreuses fois, y compris avec vos collègues du Parti socialiste qui étaient très accrochés sur ce sujet pendant la programmation militaire et sur lequel, comme vous le savez, j'y ai été beaucoup moins parce que je considère que l'agrégat vaut ce qu'il vaut. Alors qu'est-ce qu'il vaut? Bon, déjà, je vous rappelle qu'on y met les pensions. Dans l'agrégat otanien, hein, pas dans la manière de parler de dépenses publiques françaises, non, mais dans l'agrégat otanien, on y met les pensions, pratiquement 9-10 milliards d'euros. Je suis heureux pour nos militaires, mais enfin, les pensions de nos anciens militaires retraités ne participent pas clairement à un effort de défense en tant que tel. Donc ça veut bien dire déjà que l'agrégat dans le passé, son mode de calcul déjà peut susciter quelques interrogations. 2, y mettre la dissuasion nucléaire française ou ne pas y mettre la dissuasion, quelles que soient nos opinions sur ce sujet, conviendra quand même que ça ne fait pas complètement les mêmes 2% du PIB aujourd'hui. Donc on voit bien déjà en plus qu'on y met des choses qui sont terriblement différentes. 3, le PIB varie. Nous, on a déjà fait 2% du PIB avant cette année et l'année dernière, c'était pendant le Covid. Donc, vous voyez l'absurdité du truc, c'est-à-dire qu'avec des crédits d'augmentation plus forts en valeur absolue,
Parfois, il suffit que vous ayez une grosse variation de PIB, vous pouvez avoir une dépense militaire qui, facialement, est plus faible que l'année N-1, alors que, en vrai, vous êtes mieux protégé. Bon, et alors là, on continue, puisque médiatiquement, le chiffre de 5, effectivement, sans code, la réalité, c'est que c'est encore un peu plus compliqué. Ça serait 3,5% jusqu'à 5%, en ayant un deuxième agrégat qui serait des dépenses peut-être duales au titre de la mobilité militaire, etc. Bon. Moi, là-dessus, je suis très français. Donc, si on commence à y mettre tous les ponts et les giratoires de France au titre de la mobilité militaire, c'est sûr qu'on va arriver à des pourcentages de dépenses publiques militaires qui vont être très importantes. Donc, moi, je plaide pour qu'on ait un débat là-dessus qui soit le plus honnête possible, qui ait un outil de partage, une espèce de thermomètre commun au sein de l'Alliance qui permet de positionner les uns et les autres. Moi, je ne suis pas contre, mais à la fin des fins, c'est quand même la dimension analytique, c'est quand même le qualitatif, c'est quand même les contrats opérationnels, la cible capacitaire. Et tout ce que je vous ai dit, pour le coup, il y a 3 ans, je ne l'enlève pas du tout. Et il y a des engagements qui seront pris. Certains pays ont besoin de fonctionner comme ça. Vous le savez mieux que moi, il y a même des pays où cette relation à l'OTAN est clé, même dans la manière d'être. Ce n'est pas notre histoire, de toutes les évidences. Moi, ce que je ne veux pas, si vous voulez, c'est qu'on perde en sincérité. C'est-à-dire qu'on se retrouve derrière avec des agrégats qui commencent à ramener des choses qui seraient un peu curieuses. Que notre agrégat puisse évoluer dans son mode de calcul, moi, j'y suis favorable. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, la gendarmerie n'est pas dans l'agrégat. Or, on sait très bien que dans notre modèle, en cas de coup dur, la gendarmerie participe très directement à la défense opérationnelle du territoire. Ce que du reste, elle fait déjà souvent en Outre-mer. Il peut y avoir un débat sur le fait que la gendarmerie, à certaines conditions, rentre dans l'agrégat. Ça, c'est intelligent comme réflexion. En tout cas, c'est pas inutile de l'avoir. Mais commencer à y mettre des infrastructures complètement civiles en disant que c'est du militaire, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un peu attention. Prolifération. Bon, quand je parlais de prolifération tout à l'heure, je parlais quand même de la Russie qui faisait des transferts de technologie vers Pyongyang et Téhéran, pour mettre les choses quand même à leur juste place et à leur juste valeur. La réflexion sur la dissuasion nucléaire et notamment la dimension européenne de ses intérêts vitaux, pour le coup, est surtout un moment dans lequel on cherche à répondre à toutes les questions que les partenaires nous posent. Si j'étais assez direct et politiquement incorrect, je dois bien avouer que j'ai vu un changement complet d'attitude de nos partenaires en quelque temps. C'est-à-dire qu'en clair, globalement, notre dissuasion nucléaire faisait l'objet d'un désintérêt manifeste, pour ne pas dire plus, jusqu'à présent. Je ne veux pas dire même qu'elle était moquée, mais enfin, il est déjà arrivé à des fins de déjeuner à l'OTAN en disant bon, on va avoir la réunion sur les plans nucléaires à 14h, on va laisser Sébastien tout seul boire son café, parce qu'on est le seul pays à pas en être membre. Tout ça faisait rire tout le monde autour de la table. Bon. Les gens rigolent un peu moins, depuis évidemment l'avènement de la nouvelle administration et de la part d'incertitude que cela peut évidemment donner. Donc oui, nous répondons à beaucoup de questions des partenaires européens, qui sont des questions très, très simples, souvent d'ailleurs, sur c'est quoi la doctrine, tout ce qu'on sait déjà, et souvent en source ouverte, vous le noterez, mais qui permet aussi de refaire un tout petit peu d'histoire de la doctrine gaullienne jusqu'au discours de l'école de guerre d'Emmanuel Macron, en passant par le président Hollande, Sarkozy, Chirac, etc. On refait cette explication-là, l'explication aussi capacitaire. Je ne rentre pas dans les détails ici, dans une audition ouverte, mais par définition, pourquoi 2 composantes, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on appelle abusivement le tactique qu'on ne connaît pas nous, qu'est-ce qu'on appelle le prêt stratégique, qu'est-ce que c'est qu'une frappe de dernier avertissement ou de rétablissement de la dissuasion. Donc en fait, ce sont des choses qui peuvent paraître au fond assez simples pour ceux qui maîtrisent bien la grammaire en France, mais en fait on s'aperçoit que beaucoup ne la maîtrisent pas, donc c'est un travail de longue haleine. C'est avant tout ça le sujet. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et